Je flatte une belle fourrure en ce moment. Oui, Qu'est-ce que c'est? un beau castor. Ah! Oui, un beau castor que j'ai piégé sur le bord de la rivière ici, dans le fond, parce qu'ils font tomber les arbres vraiment dans nos trails, puis proche des camps, qu'il y a sur le bord de la rivière. Fait que je suis vraiment en mode déprédation, on enlève les nuisibles. Fait que ça fait partie des castors que j'ai pris, que j'ai moi-même aussi, après ça, écorché. Donc, on enlève la fourrure de l'animal. On gratte ensuite pour enlever tout ce qu'il y a de graisse et autres dessus. On peut faire tanner. Je pense que tu me montrais... Exact, un grattoir. Ça, c'est une sorte de grattoir. Chaque trappeur a leurs outils qu'ils aiment et tout ça. Lui, c'est celui que j'utilise principalement pour mes peaux de castor, mais la plupart du temps, je les arrange assez propres, direct au couteau, direct au scalpel que j'ai fait. Ouais. Fait que c'est avec le temps qu'on devient... Ah oui, je suis pas encore là. Je suis pas encore là. Je teste encore beaucoup de choses. Mais oui, ça commence à avoir de l'allure. Puis aussi, moi, ce que je fais, c'est que je garde de la viande du castor par la suite aussi. C'est quel genre de goût, le castor? Quel genre de viande? Ça dépend du castor. Ah! Ouais. Plus qu'il est gros, je trouve, plus qu'il va goûter quand même fort. Un goût de gibier fort, de viande rouge, une viande très, très rouge. Fait qu'on peut penser un peu à de l'ours, de l'orignal, des choses comme ça. C'est différent quand même. Ça goûte un peu plus... Le trempe ne veut pas, parce que c'est ça que ça mange du castor, fait que ça sent très bon, moi, je trouve. Puis plus il est petit, plus il goûte très doux. Moi, je le fais pas tremper ou autre. Il y en a beaucoup qui vont te donner des recettes de le faire tremper avant. Moi, non, je le trouve excellent comme ça, même en fondu. Même en fondu, ouais. Je l'ai essayé cet hiver avec une gang de filles qui n'avaient jamais mangé de castor, puis en fondu avec le bouillon, là, c'était excellent. Wow! Ouais. Ça donne le goût d'essayer. Pour vrai, ça vaut la peine. Ça m'a moi-même surprise. Ouais. Mais c'est ça, de la viande sauvage comme ça, ben on peut pas, si on n'en trappe pas, on peut pas en consommer. Malheureusement, non. Faut que tu connaisses un trappeur, quelqu'un qui en a à te faire goûter. Ça ici, c'est une table justement qui sert vraiment pour le castor. Exactement. C'est la table à castor des trappeurs, bien sûr. C'est là-dessus qu'on arrange toutes nos bêtes, la fourrure, qu'on les prépare et tout. Puis qu'est-ce qui est important principalement sur la table, c'est les lignes. Ça détermine la grandeur de la peau. OK. Quand on l'arrange, on va la clouer. Là, moi, ici, on voit qu'il n'y a plus les traces de clous parce que j'ai coupé une section de la peau. On va la clouer selon les cercles pour être sûr qu'elle fasse une taille précise. Et ça, c'est surtout quand on la fait sécher et non tanner. Fait que tu peux la faire sécher, puis ensuite, tu l'envoies soit à l'encan, tu peux la vendre ou l'envoyer se faire tanner par la suite. Donc, on suit vraiment les moules pour qu'elle ait une belle forme. Oui, ovale. Vraiment, selon le X-small, small, medium, large. Ouais, il y a les dimensions associées à ça. Puis tu fais pas ça avec les autres animaux? Non. Les juste autres. Le castor. Ouais. Bien, les autres, on les fait souvent sur des fûts, comme ça. Donc, on étire la bête, mais elle reste en sac qu'on appelle. Donc, on l'ouvre pas comme ça. Elle reste toujours en rond. On déshabille comme un pyjama qu'on enlève puis qu'on remet. Et on la met sur un fût comme ça. La fourrure à l'intérieur, le cuir à l'extérieur, on la fait sécher comme ça. OK. Aussi, il faut l'étirer parce que sinon, ça rapetisse en séchant. Donc là, tu vas perdre une qualité de ta fourrure, une qualité de ton cuir, ce qu'il ne faut pas perdre. Donc, on utilise des fûts différents, comme j'ai écureuil, ici, j'ai belette quand même. Une belette large. Ah oui. Ouais. OK. Puis tu les fais sécher juste à l'air libre ou, tu sais, j'ai vu des gens avec des feux ou de la fumée. Ça a de l'air plus... c'est plus comme du tannage autochtone, que je dirais. À l'air libre, quand même contrôlé. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'humidité. Il ne faut pas qu'il y ait ça soit trop sec non plus. Il y a certaines peaux, comme les lynx. C'est quand même gros, un lynx, mais ça se met aussi sur un fût. Fait que les fûts sont vraiment plus grands. Puis le lynx, il faut retourner la peau, par exemple. Tu ne laisses pas le cuir à l'extérieur. Ça va rester trop humide? Ou... Bien, c'est plus dans la manière de la vendre par la suite. On la vend par la fourrure et non par le cuir. Donc, c'est la qualité de la fourrure. Donc, on le retourne avant qu'il soit complètement sec. On le remet sur le fût. On laisse sécher. Puis toi, c'est-tu dans cet intérêt-là de la fourrure que tu as commencé à faire ça? Ou... C'était vraiment dans un intérêt de contrôler un peu plus mieux mon territoire. Ici, directement à l'arrière de la maison. On chasse un peu pas le petit gibier ici aussi. Même le gros gibier, on pourrait. Puis il y avait plusieurs nuisibles autour de la maison aussi pour ma fermette, vu que j'élève mes propres animaux à viande, entre autres. Puis j'ai des poules pour les œufs. Et là, les lynx, il y en avait beaucoup autour. Des renards? Des renards aussi. Mais renards, c'est dur à s'effiter. C'est plus dur à prendre un peu. Mais l'intérêt, en fait, j'ai commencé à attraper, c'était un petit peu un hasard. J'étais allée faire un cours au DEP, au CFP Aricana ici. Ils donnent des cours ça s'appelait Technique de chasse, pêche et piégeage. Ah ouais? Puis j'étais allée au début parce que chasse et pêche, j'en fais depuis toujours. Fait que j'ai dit, je vais aller faire ça avec des professionnels de la région, puis des super bons cours. Et là, il y avait la section piégeage. Puis je suis tombée, là, en amour avec ça. Puis tu savais pas? Je savais pas. À part du colletage de lièvre, qui est considéré comme du petit gibier, de la chasse au petit gibier, je savais pas du tout. Puis je suis tombée en amour avec tout ce qui est la technique de ça. Et après ça, j'ai découvert là, la viande, parce que
Quand tu es chasseuse, tu es habituée de cueillir ta viande que tu Oui. récoltes. Fait que c'est quelque chose que j'ai voulu essayer, puis là, j'étais encore plus tombée en amour que la trappe, parce que je me dis, on peut tout utiliser de l'animal. Autant C'est la fourrure, les crânes que la viande, que même les glandes. Le castor, on les utilise pour faire des odeurs, pour les attirer après des leurres et tout ça. OK. Moi, moufette aussi, par exemple. Fait que c'est vraiment ça, c'est une de tes forces d'essayer de récupérer toutes de tes prises. Là. Ouais. Ah oui, c'est vraiment... De valoriser l'animal, là, c'est une des raisons pourquoi je le fais. OK. Fait qu'on fait découvrir aussi, j'imagine, à notre entourage, des goûts, des méthodes, des animaux. Bien, même, c'est je certain, sais il y en pas. a que ça l'intéresse pas, puis c'est correct aussi, je comprends. La manière que moi j'approche ça, c'est pas je pogne tout ce qui bouge, c'est pas ça du tout, c'est je pogne les nuisibles, les indésirables. Puis plus que j'explique, plus les gens comprennent un peu mieux la manière que je le fais, puis pourquoi je fais du piégeage. Mais oui, il y en a plusieurs que faire du goûter du lynx à des gens, là. C'est rare que le monde dit oui, mais tu sais, je fais un général Tao de lynx, là, c'est excellent. C'est clair! Tu m'inviteras à souper. Oui, faudrait pour faire la prochaine saison, j'en ai plus presque. Il faut avoir une bonne connaissance de ton environnement, de savoir s'il y a assez de tel animal, s'il y en a trop d'un autre. Comment on fait pour avoir des données ou pour savoir là, qui est un nuisible, qui ne l'est pas? La manière la plus ancestrale qu'il n'y a pas aussi, c'est par le pistage. Ah. Ça, c'est quelque chose qui me fascine de plus en plus maintenant. Là, autant été comme hiver, là, voir les traces au sol, les animaux, puis l'identifier, j'adore ça. Puis c'est vraiment une grosse partie de la trappe. Identifier les pistes, identifier le comportement de l'animal. Puis là, tu regardes exactement où ce qui passe, et puis c'est là que tu vas planifier pour attraper cet animal-là, et non attraper une autre espèce que tu voudrais pas. Parce que c'est sûr que si tu vises une espèce, tu vas faire ton installation et tout en conséquence de. Mais c'est vraiment par le pistage, parce que c'est l'hiver principalement aussi, la trappe qui se fait. Donc ça c'est là se fait difficilement quand on ne voit pas de piste. Ben c'est quand même, oui. Parce que c'est pas... tu vas pas faire venir l'animal à toi, il est déjà là sur le territoire. Fait que tu regardes justement les signes. Un peu comme les castors, c'est assez facile à voir. Là. Tu vois les trempes tomber qui ont grugé, puis tu vois qu'ils ont traîné les branches jusque dans l'eau. Tu vois leur cabane. C'est évident de voir des castors. Mais voir un lynx, Bonne chance. ben c'est ça. Ben, les traces sont faciles à reconnaître l'hiver dans la neige quand même. Puis ils ont des comportements assez faciles. Une fois que tu connais comment il réagit, tu vas savoir exactement où ce qui va passer, quand et comment il va passer. Puis est-ce qu'il y a beaucoup de femmes dans le domaine de la trappe? On dirait que par défaut, j'imagine que les gens s'imaginent un trappeur. Oui! Oui, quand même. Là, C'est encore là, ce stéréotype-là? Oui, c'est encore là. Je me le fais beaucoup dire. Ah oui, toi, ton chum, il trappe. Puis je suis comme, non, moi. Mon chum ne trappe pas, c'est moi. Puis, ah ouais. Parce que oui, il y a beaucoup de trappeuses, mais c'est pas des trappeuses. Eux, ils disent, moi, je suis mon chum. Mais ils font tout ce que le trappeur fait. Tu sais, c'est des trappeuses, là. C'est juste qu'on dirait qu'ils ne l'assument pas. Puis je sais pas pourquoi, parce que je dois dire que les filles ont quand même des bons résultats aussi pour les installations. Je pense qu'on est plus minutieuse un peu des fois sur certaines choses. Puis c'est peut-être parce que je sais pas si c'est une question qu'on veut se prouver ou non, là, mais je pense qu'on est vraiment minutieuse. On prend le temps vraiment de souci du détail. faire sûr que tout est bien, le piège qui était... Ouais, le souci du détail. Puis de plus en plus, les femmes sont vraiment la bienvenue là, dans les cours et tout ça. Là, la transmission se fait parce qu'il faut une relève. Il y a de moins en moins de trappeurs, bien sûr, de coureurs des bois, comme on disait dans le temps. Et les femmes sont une belle relève qui commence vraiment ils commencent à en avoir beaucoup. Merveilleux, Il y en a ça. beaucoup plus qu'on pense. Ah ouais? Ouais. On aime ça, entendre des choses comme ça. Moi, je suis contente, en tout cas. On a une belle communauté aussi qui s'appelle Trappeuses du Québec. Ouais. Oui, fait que ça, on est vraiment fiers. On a plusieurs femmes dessus. Autant des femmes qui trappent, des femmes qui accompagnent, ou des femmes juste curieuses que ça les fascine. Fait que nous, on aime ça, on partage les valeurs de cette pratique-là avec eux autres. Il y a un autre mythe aussi par rapport à la trappe, là, c'est le gros piège en métal qui fait mal, là. Oui. C'est pas tout à fait de même que ça se passe aujourd'hui. Non, hein? pas du tout. C'est très réglementé. Puis le Canada fait aussi partie d'un institut qui font des tests et tout ça pour être le plus éthique possible. Et c'est dans les valeurs d'un trappeur, normalement, aussi, d'être le plus éthique, donc de faire des installations efficaces qui ne vont pas blesser l'animal. Donc, le piège que tu parles avec les dents en métal, c'est illégal. Tu n'as pas le droit. Si tu veux un piège à rétention qu'on appelle, parce que ça prend l'animal par la patte puis ça le laisse là jusqu'à ce que tu y vas. Puis là, tu vas faire la mise à mort par la suite. Maintenant, c'est plus des plaques de métal. Tu es obligé d'avoir un caoutchouc. Puis tu es obligé d'avoir un petit jeu aussi pour être sûr que ça ne blesse pas l'animal puis qu'il n'y ait pas de coupure. Parce que c'est là, à partir de là que l'animal peut gruger puis empirer. Aussi, tu es obligé d'être attaché après une virole, ton piège. Fait qu'il va toujours virer. L'animal ne peut pas se disloquer. OK. Parce que c'est ça aussi qui arrivait. Ça l'arrête de virer, l'animal continue, il se blesse. Fait que c'est tout ça qui fait que c'est vraiment réglementé. Puis le but, c'est que tu arrives là, l'animal, à part avoir eu peur un peu,
Qui est pris. Il n'est pas blessé, il n'y a pas de sang, et c'est vraiment ça le but, là, que ça Fait soit que c'est éthique. vraiment pas de l'image que la plupart des gens ont dans leur tête. Non. Puis, tu sais, quand tu as des pièges à rétention, tu vas voir à chaque jour. Non, oui, c'est ça. Tu veux pas non plus perdre ta prise. Puis tu le mets à un endroit qui est à l'ombre. Mm. Exemple, pour l'ours, parce que c'est des pièges à rétention pour l'ours, il n'y a aucun piège mortel pour l'ours. Avec une conscience de s'il est proche de l'eau, tant mieux. S'il est proche de... Tu sais, il faut avoir cette conscience-là, là, que... J'imagine que ça doit être dangereux, là, tu sais, je veux dire, t'arrives là, l'ours, il est vivant, là. Oui. Okay. Oui, il faut être conscient de ce que tu fais, il faut être préparé, puis oui. Quel risque! Mais oui, puis non, techniquement, les pièges sont faits pour. Si tu prends les équipements qu'il faut, ça va tenir, il n'y a pas de problème. Pas. Exactement. Tu fais la mise à mort avec une arme à feu, avec laquelle tu es à l'aise, bien sûr. Tu te mets à une distance que tu es à l'aise, tu prends ton temps, puis tu fais un bon tir mortel directement. Fait que c'est sûr que c'est une condition, si on veut manger de la viande, qui est bien mieux de dire, bon, l'animal, il a vécu sa vie en forêt, il a été libre, puis là, à un moment donné, oups, il est pris, puis il souffre pas. Que, bon, la plupart de la viande qu'on mange, qui est élevée dans des conditions qui sont parfois douteuses. Puis c'est une fierté, là. Moi, je trouve que c'est une fierté quand tu manges ta propre viande que tu as récoltée toi-même, puis tu sais que ça a été fait d'une bonne manière, que de A à Z, tu l'as vu, là, de l'animal à l'écartier, à la congélation. Moi, il n'y a pas de culpabilité à manger de la viande là, dans ce temps-là, tu sais. Moi, je pense que non. Au contraire, c'est une fierté. Oui. C'est une fierté. Mais je dis pas ça dans le sens d'une fierté de mettre à mort un animal. C'est juste quand on pense aussi que c'est pour enlever des nuisibles et tout ça, tu sais, comme je disais, on ne tue pas tout ce qui bouge, c'est pas ça le but non plus. Mais la fierté de le faire d'une façon qui est responsable. Saine, qui est saine, qui est responsable, là, oui. Je comprends tout à fait. C'est tellement meilleur, je trouve. Je sais pas. J'aime tellement ça, ça goûte bon, ça goûte la viande. Oui, ça doit être varié dans ton congélateur, là. Quand même! Quand même! Ouais. Mais tu sais, il y a souvent la joke des gens qui sont comme, fais-moi pas manger ça sans me le dire, là. Okay. Je suis comme, non, je respecte ça, là. Si quelqu'un me dit qu'il veut pas goûter à du castor, ben goûte-en pas. Je pense que j'ai jamais vu ça, une cuisse de castor. Eh oui? Ben oui, une belle cuisse, c'est ma partie préférée que j'aime du castor. Elle est facile à prélever, puis c'est celle-là qui a le plus de viande. Puis est-ce que c'est avec ça qu'on fait la viande hachée? Oui, on peut faire n'importe quoi avec ça un peu. Là. Tu peux me mettre en mijoteuse, tu peux faire des cubes parce que c'est quand même une bonne épaisseur de viande. Moi, c'est ça que je fais. Je coupe les cubes, puis ensuite, je le mets en viande hachée. OK. Fait que tu étais enlevé, dans le fond, une épaisseur de viande. Oui, t'as allé gruger l'os. On est tout allé enlever la viande au complet. Il reste juste les os par la suite. Puis après, j'imagine que tu vas quand même récupérer ce qui reste pour faire d'autres choses. Il reste plus rien après. Ah ouais? Tu fais toute de la viande hachée avec tout ça? Oui, souvent. Okay. Ou des cubes. Des cubes aussi, c'est bon. Ou trancher aussi pour faire en fondu, exemple, c'est le même principe. C'est sûr qu'en fondu, ça va mieux couper quand il est un petit peu gelotté encore la viande. Là. Okay. Tu peux faire des belles petites tranches. Là. Mm-hmm. Mais ouais. OK. Ben, montre-nous ça. Faisons de la viande hachée. Ouais. Oh, ça coule partout. Mettons que ça va être dur d'avoir de la viande hachée qui a une aussi faible empreinte carbone que celle-là. Ben quand même, hein? C'est direct à la maison puis je vais à pied. On peut pas battre ça. Aucun remords. Non, c'est ça, exact. C'est quoi ta prise la plus originale ou... Ben, c'est sûr que la viande de lynx, là, il y a beaucoup de gens qui disent « Voir que tu manges ça. » Parce que c'est un bel animal. Ben pas juste ça, c'est qu'aussi c'est pas un herbivore. C'est un carnivore. Ben, ça mange un peu tout, mais un peu comme un ours, dans le fond. Mm. C'est ça qu'il faut se dire. Fait que moi, je l'ai essayé, je l'ai pas regretté, j'adore. Ouais? Ouais. Le lynx... Ouais. C'est une viande blanche, le lynx. Un peu quand même, un peu raide parce que c'est musclé. Là, fait que ça fait un peu penser à un lièvre de ce côté-là pour la texture de la viande. Okay. Mais goût très doux. Très doux. Ouais. Puis t'en as fait quoi? Le mosquée, ce qui est toujours winner, nous autres, c'est en viande hachée puis faire des tacos. Ah ouais? Ah oui, ça. Un tacos de lynx, c'est pas tous les jours qu'on peut manger ça. Non, puis c'est quand même une viande qui n'est pas trop sec, que je trouve étrangement. Là. Les lynx par chez nous sont bien gras, ils se nourrissent bien ici. Là. Ils ont de la place. Oui, ils ont de la place, puis ils ont du gibier en masse parce que, ouais, les tacos de lynx, là. Merveilleux. Fait que dans le fond, tu nous as parlé un petit peu de ton processus. Fait que ça se passe d'abord par l'observation. Ouais. Après ça, le pistage, le piégeage. Oui. Après ça, la mise à mort. Exact. Puis après, tu le ramènes ici. Oui. Tu le dégustes.
Puis là, tu fais d'autres choses aussi avec tout ça. Bien sûr, là, c'est ça. Bien sûr, ben, le tannage, j'essaie d'en faire aussi un peu. Sinon, le blanchissage de crâne et d'os, ça, j'aime bien ça, faire ça. Et j'essaie aussi de faire la naturalisation. OK. C'est la taxidermie, dans le fond, ce qu'on appelle la taxidermie, le terme cute. Là, Qu'on connaît plus, ouais. La naturalisation, c'est quelque chose de très complexe. Moi, ça me fascine parce que je trouve que c'est une belle manière d'honorer cet animal-là puis d'essayer de recréer l'esprit de l'animal et les émotions et tout ça qu'il y a. C'est vraiment difficile. Là, j'imagine que suite à ça, c'est développé là, une passion pour un petit peu plus du métier d'art. Bien, quand même, tu sais, le petit côté fifi, il revient toujours quand même là-dedans parce que c'est ça, j'aime beaucoup faire des bijoux. Puis entre autres, avec le cuir de queue de castor. OK. La queue de castor, techniquement, on ne l'utilise pas nécessairement. Les gens la jettent. Ben oui, ou quelques-uns ils en vendent parce qu'il y a quand même des artisans qui en achètent pour faire des portefeuilles, des choses comme ça, parce que c'est un cuir, ça se tanne. Mais moi, je sais pas, j'ai une fascination pour le cuir puis de la queue de castor et j'aime ça faire des bijoux avec ça, justement, des boucles d'oreilles et autres. Puis j'aime quand les gens font comme « Oh, c'est de la peau de serpent », puis je suis comme « Non, c'est du cuir de queue de castor ». Et là, les gens... Ça a l'air Ah de ça. oui, puis leur faire toucher ça, le cuir de queue de castor, ça les fascine parce que tu touches pas ça tous les jours, Ben le non. castor, on s'entend, là. Ben, j'aime ça, valoriser ça valorise vraiment une autre partie qu'on pense pas à utiliser ou autre, mais que c'est vraiment un beau cuir.